Bonjour à tous, donc Germain, j'ai créé une agence média qui s'appelle Sportpack il y a un an, basée sur des sites de contenu, en l'occurrence Footpack, dans lequel on va utiliser pas mal d'exemples pour représenter très rapidement le site. C'est un site de contenu sur les équipements de football, donc un site qui se veut expert, qui a été créé il y a 3 ans, sous le nom de La Première Foulée d'abord, puis Footpack en avril 2015, et qui se positionne vraiment comme l'expert francophone sur les équipements de football. Bonjour, merci d'être très nombreux. Moi, c'est Nicolas Robineau, j'édite des sites internet avec un associé et ami, Studio Click. Et puis, le cas ici, c'est notre gros projet qui est à l'image de Footpack pour le foot. L'idée, c'était de devenir une référence sur l'information média sur le domaine de la loterie, à la base jeu d'argent, et on s'est recentré sur l'aspect loterie. Voilà. Donc avant de débuter, on va revenir un petit peu sur les termes liés au contenu et qu'on peut retrouver un petit peu sur Internet. On va parler d'inbound marketing, qui est plutôt le côté philosophie du contenu, attirer des clients. On va parler de storytelling, donc raconter une histoire autour du contenu. Nous, ce qui va nous intéresser et ce qu'on va montrer aujourd'hui, ça va être l'idée du brand content, donc développer un univers. Vous verrez que Germain a une autre définition du brand content. Et puis le content marketing, vous verrez que là aussi, Nicolas a une autre définition à vous donner par rapport à ça. Donc pour la définition du brand content en tant que tel, déjà juste pour vous situer encore une fois par rapport à Footpack, donc déjà je suis un passionné de football, comme la majorité des gars qui sont avec moi au départ pour écrire des articles. Donc c'est un site passion, pas du tout professionnel. On faisait des articles entre midi et 2 ou le soir pour vraiment parler de notre passion des équipements de football, donc chaussures, maillots ou ballons de foot. Et l'idée c'était vraiment de se construire avec un site qui n'existait pas, donc pas connu, qui était sur un marché, le football, où il y avait énormément de mastodontes sur lesquels on ne ressortait pas. Et donc il a fallu, à travers notre contenu qu'on a pu créer, se constituer comme une marque. Et donc du coup, la zapette. Merci, je panique. Donc du coup, la définition du brand content, c'est ces deux mots dissociés, la partie brand, donc la notion de marque, et la notion de contenu qui permet de construire cette marque. Sur la notion de marque, je ne vais pas vous faire la définition classique de la marque. Moi, j'ai une vision très web, parce que je viens du référencement, c'est mon métier premier, on va dire. Et à travers de la notion de marque, finalement, c'est être visible dans Google. Si vous êtes visible dans Google, les gens se réfèrent à votre marque et commencent à vous identifier pour après aller sur des canaux sociaux, type vos communautés sur Facebook, Instagram et ainsi de suite. Et à travers la marque et être visible, c'est savoir créer du bon contenu qui vous permet d'être différent et de se positionner par d'autres acteurs qui sont les médias, les blogs, les influenceurs. Et cette notion-là, elle est hyper importante pour moi dans la définition du brand content, c'est que chaque marque est son propre média et chaque média est sa propre marque. 2 exemples concrets qui expliquent cette phrase. Moi, avec Footpack, on écrit des actualités sur les équipements de football. Il a fallu que je trouve un positionnement, au fur et à mesure des contenus que j'ai pu créer, qui me permettent de me différencier et d'être reconnu par des sites concurrents ou positionnés dans le football, type Eurosport à gauche, qui nous cite en tant que site spécialisé sur les équipements de football. Donc là, vous voyez la notion de média que je suis. Je travaille ma marque auprès d'autres communautés qui ne me connaissent pas pour citer Footpack. Idem sur un exemple avec Stratégie à droite qui cite sur une étude sur les équipements de football Footpack parce qu'on a fait une infographie que j'aborderai juste après. Et l'autre notion avec la relation média-marque, c'est qu'en tant que média, on a voulu se construire avec une vraie ligne éditoriale, création de contenu écrit, mes photos à travers un photographe qu'on a désormais, et notre relation que l'on a avec les marques, donc la Nike, le Coq Sportif ou Adidas, se traduit par ça, où la marque, elle, a besoin de créer des contenus médias pour elle exister. Et en fait, on est aussi source pour eux de création de contenu. Donc là, les 2 photos, le Coq Sportif et Adidas, en fait, ce sont nos photos qu'on a créées pour la marque, mais qu'ils utilisent pour communiquer en tant que média. Donc ces 2 relations, elle est importante, et il faut bien avoir cela en tête pour la définition, ma définition du brand content. Est-ce que, avant de commencer à parler de Nico, tu peux juste nous redire quand est-ce que tu as lancé Footpack exactement ? Ouais, alors
Ouais, pour Footpack, ça a commencé pour la Coupe du Monde 2014, grosso modo, donc ça va faire un peu plus de 3 ans, et vraiment un gap qui a été passé en avril 2015, où en fait on avait un premier nom qui s'appelait La Première Foulée. On voulait être un portail d'actualité de toutes les chaussures de sport. C'est un peu trop complexe, et on s'est vraiment recentré sur le foot avec un nom important, et là le nom aussi est quelque chose d'important dans un développement. Et donc depuis avril 2015, l'aventure s'est lancée avec une professionnalisation là, à partir de fin 2015. Ok, c'est Larsen. Ok, donc vous avez tous un Doliprane. Alors, de notre côté, qu'est-ce que le content marketing? En fait, moi, je déteste le bullshit et les buzzwords. Donc, pour moi, donc, le content marketing, c'est vraiment tout ce qui va être aspect de contenu pour derrière avoir une intention d'achat, avoir une intention de lead, avoir une intention de capter une audience, de la fidéliser. Moi, du coup, j'aime pas du tout cette terminologie. Alors, j'en ai inventé une. Pour moi, le content marketing, celui que je fais au quotidien, c'est surtout du content using. C'est un terme qui ne si vous voulez mettre un brevet dessus, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'entends par content using? C'est qu'à chaque page créée sur notre site internet du coup tirage gagnant, il y a un objectif clair, un objectif qui est apporter du lien, qui est répondre à une audience. Alors là, ça vous paraît évident. Vous vous dites, bah, mais moi aussi, dès que je publie, c'est logiquement pour être utile à l'internaute ou pour être utile, moi, pour ma visibilité. Alors, je tenais quand même à le préciser et à le mettre ici parce que finalement, aujourd'hui, énormément de contenus sont publiés sans au préalable avoir réfléchi à la chose et finalement en se disant, OK, je vais publier 500 mots, je vais mettre des mots-clés qui m'ont été bien indiqués par différents outils, même si les outils sont bons, et puis finalement, on verra bien. Sans se dire, OK, est-ce que vraiment il y a une réelle utilité à ce contenu? Typiquement, nous, on a 2 types de contenus sur Tirage Gagnant. On a un contenu qui va être d'ordre relatif aux différents tirages. Donc là, on sait que les personnes souhaitent avoir le résultat du tirage, donc ça va être une page qui va être utile pour ces utilisateurs-là. Et on a toute une partie éditoriale où l'idée, là, c'est d'aller gratter les presses. Et donc on se dit, OK, on va apporter de la donnée pour les personnes qui vont venir depuis les liens presse qu'on aura générés, essentiellement, puisque finalement, c'est de là qu'on tire une grosse marge de la visibilité actuelle. Du coup, là, on est sur le côté philosophique et comment vous envisagez le contenu aujourd'hui. Concrètement, avant de voir les résultats, vous y prenez comment justement pour créer le contenu? Alors, je crois que je redonne à Germain. En process, on va dire. Ok. Nous, en fait, en termes de contenu, déjà, à l'heure actuelle, avec Footpack, c'est un rédacteur en chef qui est tout seul. Donc c'est au moins le mérite d'exister, mais il est tout seul. Et après, il y a quelques personnes qui construisent des contenus, comme moi au quotidien. Footpack, c'est 20 articles par semaine, grosso modo. C'est 2 vidéos par semaine, parce que désormais, on se diversifie et on crée d'autres contenus sur d'autres channels, donc YouTube en l'occurrence, plus après les posts sur les réseaux sociaux. Et nous, sur nos process de contenu, c'est vraiment à l'opportunité, étant donné qu'on a un portail d'actualité sur les marques. C'est quand une marque va sortir un nouveau produit qu'on réagit à l'actualité. Donc on va publier et réagir en fonction. Et et on va en parler après, l'un des principes que l'on a mis en place, c'est de pouvoir coller le plus à l'actualité de la marque en anticipant au maximum lorsqu'il y a une sortie d'un produit, donc une nouvelle chaussure ou un nouveau maillot de foot. Et les 5 grands principes que nous, on a mis en place, qu'on veut respecter à travers ce que l'on fait, il y a la partie créativité. Donc la créativité, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la notion de marque. Footpack est un site qui n'existait pas il y a 3 ans, n'était pas reconnu et n'est certainement pas reconnu par tous encore à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il a fallu imaginer et être créatif pour créer des repères visuels, ou tout du moins des repères pour l'internaute. Là, par exemple, c'est notre support pour nos vidéos. Lorsqu'on fait des vidéos YouTube, on a imaginé une boîte à chaussures géante où il y a 30 paires de chaussures de foot à l'intérieur, sur lequel il y a notre gros logo. Et bien ça, c'est une identité qui permet à l'internaute de se référer à Footpack, comme on a pu faire sur un précédent site des stickers, où on avait organisé un concours avec le sticker qu'il fallait le coller dans des stades, et les gens prenaient des photos avec le sticker au premier poteau pour mon précédent site. Et ça a permis de créer une vraie communauté et de s'identifier. Et ça, c'est la créativité qui répond.
Le contenu, on est d'accord, c'est pas que du contenu textuel? Contenu textuel, contenu vidéo, donc là avec la création de vidéos, que ça soit fait par nous ou avec une boîte de production vidéo avec qui on travaille, et désormais aussi un photographe, donc la contenu visuel. La deuxième partie, et ça va encore dans la notion d'identité de marque, c'est de travailler en collaboration avec des marques. Donc là j'ai pris un exemple, par exemple avec Kappa, qui est une marque dans le football, qui avait comme objectif de travailler sur la sublimation, donc c'est une techno pour imprimer des maillots. Et notre idée a été de travailler en collaboration avec Kappa pour, encore une fois, proposer et présenter notre marque et du coup travailler sur un dispositif avec elle. Ça a permis à Foodpack de profiter de la communauté Kappa et inversement, et ça permet d'avancer et d'aller plus loin toujours dans la création d'une marque autour d'un contenu, parce que tout ça reste un dispositif de contenu. On a imaginé un système de vote pour animer la communauté. On a fait des photos, on a fait des vidéos et on a bien sûr fait des articles derrière tout ça. Le troisième point, c'est la partie de data que je vais expliquer après. Je pense qu'avec Nico, on aura des exemples sur la partie de data. Le quatrième point, et là ça touche vraiment au référencement et au grand principe de ce qu'on est avec Foodpack, c'est lorsqu'il y a une nouvelle chaussure qui sort, par exemple. Mon objectif premier avec les gars, c'est de se dire qu'on est les premiers à réagir et qu'on arrive à faire du contenu, chose que les concurrents ne savent pas faire, que les marques sont plus limitées ou que les distributeurs qui vendent ces produits n'ont pas le temps de faire. Et donc la réactivité se traduit par le blog Google News pour le référenceur que je suis, mais se traduit surtout par une image de marque et que l'internaute est capable de se dire « Ok, il y a une nouveauté chez Adidas, je vais chez Foodpack parce que Foodpack saura en parler, parce qu'ils sont les premiers à en parler à chaque fois. » Selon toi, juste par rapport à Google News, toutes les marques peuvent aller sur Google News? Tous les sites de contenu, peu importe la typologie du site, est capable d'aller sur Google News à partir du moment que les contenus et que le site est bien fait. Après, c'est un système de validation par humain de la part de Google. Donc après, il suffit juste de proposer son site et d'attendre les retours et de persévérer. Parce que c'est le dernier grand principe de ce qu'on a pu monter avec Foodpack, c'est d'avoir de la patience et de la longévité. Les premiers contenus que vous faites, ce n'est pas lu par 3 000, 4 000, 10 000 personnes, c'est souvent pour vous, mais on sait que c'est construire pour le futur. Et c'est cette base de contenu qui va servir demain pour avoir de l'analyse et avoir beaucoup de data sur son site. Donc c'est énormément de patience et de la longévité. Parce que moi, par exemple, sur mon marché avec Foodpack, on a été les précurseurs en France à parler de ça. Maintenant, on a ouvert des portes, donc il y en a plein derrière qui prennent la route qu'on a tracée, ce qui est très bien parce que ça permet de monter un marché. Maintenant, il y en a beaucoup qui s'écrasent aussi au bout de 2-3 mois parce qu'ils voient que le travail que l'on fait au quotidien est un vrai travail pour le coup. Et du coup, la longévité, c'est de se dire, voilà, vous faites et vous créez quelque chose, il faut, avoir une vision long terme, et 2, perdurer dans le temps pour vraiment s'affirmer et devenir une marque à travers son site de contenu. Nicolas, et toi, comment tu fais pour faire du contenu? Alors du coup, il avait 5 grands principes, j'ai décidé d'avoir 7 lignes à suivre. Ça, c'est très marketing. Alors, de notre côté, on est vraiment très ciblé sur la relation presse. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pur et dur SEO. Et l'idée, c'était de construire une stratégie SEO qui sorte complètement de l'ordinaire après, en 2012, une fameuse mise à jour Pingouin. Dézinguer aussi tous mes sites alors que je faisais du truc pas trop dégueulasse, mais je faisais des liens horribles. Donc là, je me suis dit, OK, on va repartir sur une base saine et on va mettre en place tout un système de création de contenu et de diffusion de ce contenu aux presses locales, aux presses nationales. Donc, comment on s'y prend? Alors, ouais, pour cibler aussi en termes d'équipe, on est à taille humaine, à 1m66, et puis on est petit, hein, on est 2 à la base, on a 2 développeurs qui nous aident derrière, et puis une rédactrice qui nous aide pour la production de contenu. Donc on est quand même petit, hein, on est voilà, 4-5, dont certains en vacances. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est des choses qui sont réalisables vraiment pour vous. Demain, on est mardi, à la fin de l'événement, lundi, vous allez pouvoir vraiment voir les choses, j'espère, différemment. La rédactrice qui travaille pour vous, elle est intégrée à l'équipe ou c'est un prestataire externe qui travaille pour vous? C'est que des prestataires externes sous-traitants. Okay. Elle est en école de journalisme, 5e année. Deuxième question, du coup, c'est est-ce que par rapport à des entreprises lambda, tu recommandes d'externaliser la partie contenu ou de l'internaliser au sein des entreprises?
complètement l'internaliser. En fait, elle est complètement internalisée. En fait, c'est une sous-traitante, mais qui bosse quasiment pour nous. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens soient impliqués et inspirés par votre projet, quoi. Donc, l'idéal, c'est vraiment que ce soit votre projet passion et que vous ayez les grands, vous ayez vous les lignes directrices et les commandes. Et très clairement, externaliser, vous allez avoir un travail qui sera pas personnalisé, peut-être avec moins d'âme, et finalement qui va, je pense, moins bien marcher. Ou alors vous internalisez et essayez vraiment de vivre le projet si vous êtes en agence et que vous avez des clients. S'approprier complètement le projet, sinon ça ne marchera pas, en tout cas sur ces références de relations presse. Alors, du coup, j'essaie d'aller vite. Pour les 7 lignes à suivre, la première, c'est on capte une tendance, une info et un moment. Très clairement, là je vous fais un truc complètement bidon. On regarde par exemple les tirages qui ont lieu les mardis, vendredis, lundi, mercredi et samedi, 5 fois par semaine, c'est lourd. Sauf qu'on est les seuls à le faire en fait. On est les seuls à regarder les tirages, et puis à chaque fin de tirage, ça nous dit la région gagnante. Donc nous, on a des databases qui permettent de mettre en relation les derniers gagnants pour telle région, à quel stade il se situe s'il a gagné plusieurs dizaines de millions d'euros. Et par chance, nous, on s'était dit, alors on a la FDJ, qui est l'acteur principal, sauf qu'on a la FDJ qui est très sympa pour donner des datas et de l'information, sauf qu'elle est dans l'impossibilité de donner des informations complètes lorsqu'il y a un gagnant. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la personne soit payée, tout un processus d'anonymat qui est là. Et donc nous, on s'est dit, on va s'enfoncer dans cette brèche pour offrir une première salve d'informations qui est basée quand même beaucoup plus sur des chiffres aux presses. Et ensuite, nous, on assure un relais derrière pour leur offrir davantage d'informations. Donc là, l'idée, c'était de se dire, OK, on a noté qu'à chaque fois qu'on a un tirage, on a une data. La data, c'est si un gagnant, on sait d'où il vient. Nous, après, on sait le top 5 de tous les gagnants par département. C'est la récupération qui est un petit peu longue. Et du coup, derrière, ça permet de nous dire, OK, on va aller à l'étape 2 qui va être comment on va pouvoir angler ça et le proposer après derrière aux presses. Je voulais dire, ce n'était pas la seule façon de faire. Il y a les différents événements qui arrivent, il faut être en avance. Là, on a un planning, par exemple, sur toutes les opérations FDJ, on les connaît un an à l'avance, ce qui nous permet de faire un gros travail un mois avant. Et je pense que c'est un peu pareil sur d'autres thématiques, notamment les thématiques où tu peux travailler directement ta Coupe du Monde 4 ans avant. Je connais quelqu'un qui va travailler sur la Coupe du Monde féminine, mais du coup, tu peux travailler vachement en amont. Et c'est aussi ça, certainement, la première des pierres. Avec cette pierre-là, on peut imaginer un angle à donner pour cibler les supports. Alors, c'est quoi l'angle ? C'est se dire, OK, bon, j'ai une donnée, je suis content, et puis maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je la donne brute ? OK, il y a un gagnant là, pof, démerdez-vous. Bon, alors là, vous allez dans le mur en fait. C'est classiquement, par exemple, les personnes, si vous voulez faire du RP bourrin, avec en mode je fais un communiqué de presse basique, j'envoie une pauvre information et puis débrouillez-vous. Les journalistes, ils ont autre chose à foutre. Ils reçoivent 100 CP par jour. Clairement, déjà, si vous envoyez le CP passé 11h du matin, c'est déjà touchy parce que la réunion est passée et clairement, ils sont partis sur le terrain, surtout si vous attaquez des PQR. Et vous n'avez aucune chance d'être relayé. Donc l'idée, c'est il y a une notion d'instantanéité quand même. Il faut être quand même proche. Par exemple, nous, on est proche de la date de gagnant. Le lendemain matin, on va publier quelque chose. On va directement dans la soirée réaliser le CP, réaliser le média, qui est un média infographique dans 99% des cas. Et ensuite, on va justement essayer de leur diffuser, de trouver l'angle. Et l'angle, c'est ce mec-là est le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de votre département. Ou alors, si le mec il a gagné que, entre guillemets, 1 million d'euros et c'est pas beaucoup pour ces jeux-là, et ben le gars, on va dire, OK, c'est le deuxième de l'année ou c'est le premier Alsacien de l'année à avoir gagné ça. Et là, du coup, on va directement proposer aux gens et proposer aux journalistes, OK, je sais sur quoi je vais parler, je sais quel sera mon sujet. Ensuite, on aspire donc les données pour créer du sexy. Donc, ce que j'ai dit, on envoie toujours des CP avec un média. En fait, on n'envoie jamais uniquement de l'info pure, parce que l'info pure, elle va être traitée, elle va être publiée. Et finalement, nous, ce qu'on veut quand même, c'est être mentionné, parce que ce qu'on veut, nous, par ce biais de création de contenu, c'est de la visibilité massive. C'est pas mal ça. On crée du coup ensuite le contenu sur notre site, et on va le créer de façon exhaustive. Clairement, lorsqu'on a ça, on va faire je sais pas moi, on parle pas en termes de mots, mais on va faire le contenu le plus gros possible, histoire que lorsqu'on envoie un CP, les personnes, on va leur donner simplement une liste à puces. Donc 5e envoi de CP. Je vais le laisser 2 secondes parce que sinon vous allez me le piquer. Mais du coup, lorsqu'on envoie un CP,
Et je le remets après. Et en fait, du coup, si vous voulez, on a créé notre contenu sur notre site qui est vraiment exhaustif. Et c'est qu'on leur donne quelques billes, des listes à puces. Le journaliste, pardon, il vérifie l'information. Ensuite, sur notre site, il se dit « Ah ok, il y a encore des informations à glaner, cette source, elle est, sans parler de référence, c'est une source qui est fiable, et l'information qu'il m'a envoyée, je peux encore aller gratter sur leur site, et ensuite, ça m'aide à me dire « Ok, je vais aller peut-être autre part pour trouver d'autres informations et pour compléter tout ça. » Donc voilà, pour l'envoi de CP, on fait comme ça. En fait, on a fait pas mal de tests, hein. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et on a fait énormément de tests. J'ai aucune formation de RP, moi, donc je ne fais pas du RP dans les règles, hein. Et l'idée, c'était de dire, OK, soit on envoie un gros contenu bien rédigé, de 20 lignes, et les journalistes, ils n'ont plus rien à faire, sauf qu'ils ont tellement plus rien à faire qu'ils reprennent jamais, parce qu'en fait, ils se disent, bah, c'est bien, mais j'ai quand même un travail, donc si tu me le prémâches, j'aime pas trop. Et puis, il y a l'aspect où tu envoies uniquement un média, et là, c'est pareil, ça ne donne pas assez de billes. Donc, on avait opté pour l'aspect liste à puces, et envoyer quelques petites billes, histoire que derrière, ça puisse attiser leur curiosité, et finalement qu'ils aient matière à rédiger et à reformuler un petit peu. Enfin, analyse des retombées. Analyse des retombées hyper classique, hyper classique. Alors, je vous l'ai dit, hein, on est une petite équipe, donc l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon, c'est homemade, hein, mais 100% homemade. Lorsqu'on a l'étape 2 et qu'on réussit à angler notre CP, et ben finalement, en anglant ça, on sait exactement sur quelle requête vont ressortir les articles qui sont publiés. Donc ensuite, moi, je tape toutes les 2 heures après la journée où j'ai envoyé ça. Je tape toutes les 2 heures la requête, je regarde ce qui ressort, et ensuite, je vais sur les sites internet et je vois si ça a été mentionné. Si ça a été mentionné, bah, je leur envoie un mail. Je leur envoie un mail de remerciement. Et puis, si on n'a pas été mentionné, je leur envoie un mail de remerciement. Et puis, je leur demande gentiment de nous mettre voilà, un lien que je mets au préalable dans ma première prise de mail. Pardon. Le lien, c'est ce que tu vas chercher en priorité ou c'est la visibilité globale qui t'intéresse? Alors, très intéressant. À la base de la base, on vient effectivement pour chercher, entre guillemets, du lien. Sauf que sur tous les médias infographiques, il y a le logo. Ça nous arrive de répondre au téléphone pour avoir des émissions radio où ok, tac, il y a France Bleu qui appelle, très bien, il y a un gagnant, est-ce que vous voulez passer? Oui, ok. Et là, du coup, ça ne nous apporte pas de lien concret. Par contre, ça nous apporte clairement une visibilité. Pour te répondre, 2 choses. Au bout des 4 ans, là, il y a une règle, c'est ne pas être frustré, par exemple, de l'utilisation. Certaines PQR, sans être nommées, font un travail où il y a de la récupération, ils aspirent littéralement le média, ils changent le logo et puis ils publient sur leur site et ils mentionnent personne. Donc ça, c'est arrivé une fois. C'est très très difficile quand c'est aussi violent, hein. Ça arrive souvent que ce soit pas mentionné, mais en tout cas là, qui s'accapare le média, c'est compliqué. Donc il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez décidé d'y aller en mode un peu bourrin en leur disant bon bah les gars, ce que vous faites c'est pas cool, on vous met un avocat. Bon, bah là, vous n'avez aucune chance de les recontacter par la suite. Ou alors, vous faites OK, je leur envoie un mail quand même pour leur dire que qu'ils ont utilisé ça. Je leur redemande finalement s'ils veulent quand même pas publier, nous sourcer. La plupart du temps, ça marche pas. Et je me dis que, en fait, c'était un journaliste d'une PQR qui est certainement pas habitué à publier sur le web et que finalement, la prochaine fois, j'aurai affaire à quelqu'un qui va lui mettre un lien. Et c'est ce qui est arrivé 3 mois plus tard, même PQR, on a eu un lien sans que j'ai rien à demander. Alors que si je les avais affichés sur Twitter ou autre et que j'avais commencé à brandir le côté légal, sachant qu'en plus les PQR appartiennent à des gros groupes, hein, où j'aurais perdu 200 titres parce que lui, on le blacklist. Ouais. Voilà. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour mes 7 lignes à suivre. Du coup, on est dans une course un peu à la création de contenu. On l'a vu d'ailleurs avec les 3 confs de ce matin. Le contenu est quand même au cœur de toute stratégie sur le web pour se positionner, en tout cas en référencement naturel. Vous êtes sur des marchés où il y a quand même beaucoup d'acteurs. Comment vous faites aujourd'hui pour vous démarquer des autres et quels sont les contenus ou quelles sont les typologies de contenus que vous pouvez créer pour vous positionner et surtout pour avoir des résultats concrets, quoi. Moi, je vais répondre. Déjà, ce qui est intéressant à l'écoute de Nico, plus mon cas concret, c'est qu'en fait, on a un peu la même histoire. C'est qu'on est tous les deux inconnus dans un marché qui est ultra concurrentiel, où il y a des grosses marques, la FDJ pour lui, les équipementiers pour moi de l'autre côté, plus des acteurs journalistes, on va dire traditionnels, la PQR pour toi,
moi les gros médias type l'équipe ou autre. Et en fait, c'est notre contenu et après notre imagination qui fait qu'on s'approprie, on va dire, un univers, donc une niche, comme Kevin a pu dire tout à l'heure, parce qu'on est dans des niches, mine de rien, sur le web, et c'est se positionner sur cette niche-là en utilisant tout l'environnement qui existe et en faisant fédérer vers nous pour que ça nous revienne quelque part. Peu importe l'objectif, peu importe ce que l'on aime. Moi, je suis un site média, tu es un site aussi. Si on a un distributeur, on peut aussi créer du contenu pour l'utiliser, pour derrière faire de la conversion. Après, l'une des bases, c'est la créativité. La data, j'en parlais tout à l'heure. Pour mon cas précis, pour le coup, on a utilisé tout simplement nos yeux et nos mains et notre temps pour créer, par exemple, une infographie. Pour Footpack, on a eu l'idée, à un moment donné, donc ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait chaque année, de regarder les chaussures que tous les joueurs de la Ligue 1 portaient. Donc il y a 550 joueurs de la Ligue 1. On a regardé sur 3 journées quelles chaussures les joueurs portaient pour tout simplement sortir des datas, des chiffres uniques. Parce qu'il y a des chiffres qui sont donnés sur le marché, enfin, l'âge, la taille, le poste des joueurs, plus s'il est gaucher, droitier, et ainsi de suite. Et à partir de là, on a rajouté notre data, ce qui permet de croiser des nombreuses données. On a créé une infographie visuelle qui est à la base pour nous d'informer sur notre communauté. Et après, on a fait la démarche que Nico, lui, met en place sur la partie loterie. C'est qu'on a été contacté, et ce que j'aime dire, c'est l'arroseur arrosé. C'est que moi, en tant que site média, on m'arrose de CP. J'ai capté tous les adresses mail qu'on m'a envoyées depuis quelques années et je leur envoie à mon tour un CP sur cette infographie-là avec data, avec un relais presse qui est fait à la main de ma part sans, on va dire, professionnalisme, mais qui mérite d'être envoyé pour derrière aller chercher de la visibilité sur des sites médias. Donc nous, en 3 ans, par exemple, on a récupéré plus de 50 liens, on a été repris à la télé, à la radio avec ces chiffres-là. Donc il y a l'équipe, il y a France Football, on a été même repris à l'étranger. Donc en fait, ces datas qu'on crée, il suffit juste d'un peu de temps passé, forcément. Donc grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, nous, c'est 40 heures de travail sur cette infographie-là, entre collecte des données, mise en forme, et après publication, et après pour le suivi, quoi. Donc c'est beaucoup de création, d'idées qui permettent de se démarquer et juste du bon sens après pour aller s'accaparer de la visibilité chez les autres, une visibilité que vous n'avez pas. Et en fait, on est tous les deux des SEO. Moi, j'ai envie de dire que je suis un ancien SEO parce que pour moi, le SEO n'est plus mon métier, mais je m'accapare de ces principes du référencement pour aller créer du contenu qui permette de développer de la visibilité après. Merci. J'allais te poser la question justement pour le nombre d'heures travaillées là-dessus. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que chaque année, tu mets 40 heures ou est-ce que d'année en année, ça automatise un peu, enfin, le process est un peu plus léger? Le process est automatisé dans le principe où maintenant les marques nous demandent le contenu, enfin les marques ou les médias. Donc, par exemple, l'équipe demande chaque année le contenu que je vais créer. Et après, le vrai temps passé chaque année, désormais, c'est vraiment la collecte de data qui est ultra importante et qui est impondérable dans notre travail. Ok. On fait les questions-réponses aussi, parce que j'avais vraiment une question qui me tentait. Alors, de notre côté, c'est un peu la même démarche, sauf qu'on est beaucoup plus parti sur l'aspect rapidité d'exécution. Je crois que ma semaine est faite de 3 ou 4 envois de CP par semaine et hebdomadaire, et ça me prend, on va dire, 3 heures. 3 heures entre la récupération de la donnée, les calibrages d'infographie qu'on a fait au préalable et qui nous servent après, on fait en mode industriel. Et puis ensuite, tout ce qui va être production de contenu sur notre site, relais, et puis derrière, remerciements. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, comment on pourrait capter différents angles de vue. Donc là, par exemple, on a fait un truc sur les gagnants. Bon, ça, OK, ça, c'est la façon la plus facile et la plus pertinente en termes de retour. Nous, on le voit. Hein, là, je vais vous citer un exemple. C'était la semaine dernière, il y a eu un gagnant. Il y a eu 2 gagnants, d'ailleurs, bref, en Réunion et dans le Bas-Rhin, en Alsace. J'ai pris cette info-là. J'ai fait un CP le lendemain matin à 8h. J'ai bien évidemment envoyé un média. Et je crois qu'à 11h, on était à 12 relais presse, quoi. Bon, alors, c'est des presses qu'en plus, on finit par connaître au bout de 3-4 ans. Ce
qui sont très très joueuses en plus, parce qu'on verra après sur les résultats, mais ça fonctionne bien. Mais en même temps, on ne fait pas que ça. L'idée, c'est vraiment d'être multi-infographie, entre guillemets. Là, par exemple, c'était sur des comparaisons de loteries entre une loterie américaine, qui est en train de grossir d'ailleurs, et la loterie européenne. Et là, l'idée, c'est d'aller taper les BFM TV quand il y a un gros... par exemple, en 2016, il y avait eu un jackpot de 1,6 milliard de dollars qui avait fait tellement le tour du monde qu'ils en parlaient à tous les JT, à la nouvelle édition. Bref. Donc on s'est dit, putain, mais c'est le moment d'en parler, c'est le moment de faire des vraies infographies sympas et de faire des vraies infographies à l'étranger. Donc on avait fait par exemple ça, et puis on l'avait envoyé aux médias américains. Bon, on n'avait eu qu'un relais parce que je l'avais mal fait, et les médias américains, ils ne fonctionnent pas pareil. Mais c'était intéressant, parce que du coup on s'est dit, ok, c'est des choses qu'on peut vraiment dupliquer, quoi. On peut dupliquer ça. Là, on fait par exemple des infographies pour les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, donc vraiment en francophone. Et puis voilà, ça c'était une autre étude qui était, c'était marrant, c'était Kevin tout à l'heure qui parlait de YouPorn et de Pornhub qui utilisaient leur propre data de visite pour créer des grosses infographies sur est-ce qu'on aime plutôt les femmes matures en Alsace ou plutôt en Ile-de-France. Et ben là l'idée c'était pareil, c'était de se dire est-ce que les joueurs de l'Euro-Million sont des beaufs ou est-ce que finalement c'est un peu le commun des mortels. C'était justement pour tordre un peu le cou à des idées où ce sont des campagnards. Donc là, l'idée, c'était de prendre nos datas. On avait 1 million de visites. On a analysé sur les 3 mois, ça faisait 3 millions. Et puis on s'est dit, OK, quel est l'apport de desktop? Quel est l'apport de device mobile? Est-ce que ces devices mobiles, c'est plutôt des gros devices? Donc oui, c'était quasiment que de l'iPhone ou de l'iPad. Donc on en a conclu que finalement, avec la géolocalisation de l'analytique, on a conclu qu'il y avait énormément de joueurs qui étaient des joueurs de ville, qui étaient des joueurs qui sont ultra connectés, et que finalement, les joueurs, c'est un peu des joueurs lambda. Et donc, c'est pas que des beaufs. Donc voilà, on s'est fait reprendre sur l'Obs, on s'est fait reprendre sur BFM. C'était bien sympa comme truc. Enfin bon, voilà, donc là après en termes de... voilà, donc c'est pour vous montrer vraiment que l'idée c'est on peut partir sur des grosses infographies qui sont ensuite reprises en mode vraiment industriel, et pour des coûts spécifiques, on fait des choses, voilà, un peu... des créas un peu spé là. Et quand tu es dans une créa, justement, une créa nouvelle, tu mets pas 3 heures, j'imagine, pour envoyer ton CP et créer l'infographie? Alors, la créa moyenne faite par mon associé, elle met 4 heures à faire juste la créa. Moi, derrière, j'ai déjà tout fait. Donc, on va mettre 4 heures, mais on est 2. Mais non, l'idée, c'est vraiment, en fait, très vite, lui, il a il y a des free pick, il y a énormément de sites internet pour faire des... Enfin, si vous avez des personnes en interne qui sont designers et qui réussissent à toucher un petit peu Photoshop, ça se fait quand même hyper simplement. Il faut juste que le mec soit bien. Par exemple, les infographies en bleu, là, elles sont pas top. Celle de droite, elle a absolument pas fonctionné. C'est pour ça que je vous la mets d'ailleurs. C'est pour ça que je vous la mets, oui, parce que je voulais dire, cette infographie-là, pour moi, c'est la data prime sur le design. Quand la data est affiliée au design, alors ça fonctionne bien. Mais vraiment, ce qu'il faut privilégier, j'ai réussi, moi, avec mes maigres moyens de Paint, à produire une infographie. J'ai produit une infographie avec Paint. Je ne vous l'ai pas mise là, il faudra que je vous l'envoie. Elle est immonde. Et c'est une qui a le mieux fonctionné par les PQR normandes, quoi. Ils se sont dit, OK, on est à peu près au même niveau. Donc non, vraiment, c'était marrant parce que moi, j'en étais pas fier. Je me suis dit, non, mais c'est pas du tout Web 2.0. Et finalement, ça a super bien marché parce que les gens voulaient uniquement de la data, quoi. Il y avait une map, on savait quels étaient les plus grands, d'où venait le nouveau, d'où venait le nouveau gagnant. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Et donc, petit bonus, c'est que on n'a pas vraiment de réseau de sites, mais l'idée c'est de produire plusieurs sites internet spécialisés, et là on a créé un nouveau, et celui-là il est orienté vers les loteries étrangères. Et donc l'idée c'est qu'on s'est dit on va prendre exactement le même concept, on va prendre à peu près le même design, et puis on va juste changer le code couleur. Et ça fonctionne très bien, et du coup on dit que ça fait partie du groupe, machin, et puis en termes de relais ça fonctionne aussi. Avant de passer aux résultats, toute cette stratégie d'acquisition de liens et de visibilité, c'est la seule que vous faites aujourd'hui pour acquérir du lien? Pas d'achat de liens, pas de PBN Alors non, pas de PBN du tout. En termes d'achat de liens, je ne sais pas. Ça peut arriver, mais en fait ça arrive dans le...
On fait jamais, donc pour ceux qui sont pas forcément des aficionados de la sphère, effectivement l'achat de liens, donc comme a dit Walid, c'était tac, on va voir un tel, on va voir une presse notamment, elle nous dit c'est 500 €, ok, on lui envoie l'article qu'on veut ou alors elle la publie, c'est eux qui le créent. Et pour te répondre, je sais que tu n'as pas le droit de dire oui. Donc, alors si, parce que les seuls achats de liens qu'on fait, en fait, c'est uniquement pour booster des gros événements lorsqu'on veut remonter sur des informations nationales. C'est-à-dire que lorsqu'on a justement travaillé sur... Donc là, on ne travaille pas beaucoup. Là, on travaille beaucoup. Et du coup, lorsqu'on travaille sur un gros lancement, type ce lancement-là, et ben effectivement, ça nous arrive de nous aider à nous pousser avec 3-4 sites trustés dans les Google Actu. Et du coup, ça rend le sujet trend. Et surtout, comme on sait qu'on lance, donc là, on l'a lancé le 6 mars, le jour du lancement, on sait qu'il y a d'autres presses qui vont en parler. Là, l'idée, c'est de ressortir et de se dire, ah ok, bah, en fait, quelles sont les nouvelles règles? Ça, c'est le sujet trend pour que finalement, naturellement, d'autres presses puissent partager l'infographie. C'est le seul cas où on achète du lien. Et moi, pour vous répondre, moi je dis non. J'ai jamais acheté un lien ni pour moi, ni on m'a payé pour mettre un lien payant vers un autre site de Foodpack vers un autre site. Donc, je comprends pas forcément cette technique, mais donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais voilà, je préfère le dire. Heureusement que tu es CEO à la base quand même. On passe au résultat. Parce que c'est bien beau de faire du contenu, mais... Oui, alors, excusez-moi, ouais, non, il y avait une petite slide. Si vous n'avez pas de designer en interne, il y a des super outils qui font le job, en tout cas partiellement le job. Nous, on utilise Infogrames pour tout ce qui est infographie interactive. Donc des choses, par exemple, on a des gros trucs qui suivent tout au long de l'année, donc on va l'utiliser parce que ça nous permet d'agréger de la data tout au long de l'année. Donc il n'y a pas besoin en fait d'avoir de designer forcément en interne. Vous pouvez payer 100 € par mois pour un tool et généralement il fera le job si vous avez les données derrière. Ouais, alors il y a ces outils. Alors moi je donnerais je contrebalancerais, on va dire, par rapport à cette vision-là. Même sans designer ça marche, même sans photographe ça marche et ainsi de suite. Nous avec Foodpack on a décidé très vite de se staffer et de se construire par nous-mêmes en créant et en allant dans une démarche de qualité dans tout ce que l'on crée. Donc notre démarche de contenu par l'arrivée d'un vrai journaliste qui a été formé, on va dire, à ma vision digitale de la chose, l'arrivée d'un photographe qui est un photographe plutôt social pour créer des beaux contenus et des beaux visuels sur Instagram notamment, la mise en place de YouTube où désormais on travaille avec une boîte de prod sur la partie conception de vidéo où il y a un investissement qui est assez cher. L'idée, même si ça marche, derrière le bon et la qualité avec la vraie création pérenne, ça marche aussi et même j'ai envie de dire encore plus. Donc c'est une bonne première étape. On peut tous passer par là et ça peut vous donner envie de faire les choses. Après, dans une démarche de qualité, on peut aller aussi encore plus loin et ça marche encore plus. Canva, c'est quand même un très bon outil pour les entreprises qui n'ont pas de designer. Si vous voulez l'utiliser, c'est vraiment un outil sympa pour faire des choses assez propres et on peut presque parler de qualité avec Canva. Puis le soir, c'est le Calva. Au niveau des résultats, me concernant, vraiment des résultats, on va dire, plutôt chiffrés en termes de trafic. Donc nous, ça représente 3,8 millions de pages vues sur la dernière année. Donc on est vraiment sur une niche. Hein. Il y a énormément de footeux, il y a énormément de passionnés, mais de passionnés d'équipement de foot, il n'y en a pas tant que ça. Surtout sur un marché français par rapport aux Européens qui est sous-développé. On a des Anglais qui sont capables d'acheter 10 à 15 paires de chaussures par an. Nous, les Français, en moyenne, pour avoir fait des focus group chez Nike ou autre, c'est 1 ou 2 chaussures. Donc le besoin est moins là. Donc c'est une vraie perf, on va dire, à travers ce qu'on a pu construire. C'est 1,5 million de visiteurs uniques sur la dernière année. Et surtout, ce chiffre-là, c'est 11 000 mots-clés positionnés. Et c'est intéressant de voir, en tout cas ce que je voulais vous expliquer sur la notion de marque, c'est que vous devenez une marque plus vous êtes visible. Alors nous, on est un site de contenu de niche, donc on est beaucoup positionné sur du long train. Notre objectif demain, ça sera d'aller sur du short tail et d'aller concurrencer des boutiques
même si on n'en est pas une. Mais l'idée, c'est d'aller là-dessus. Mais en tout cas, la notion de visibilité à travers la stat des mots-clés positionnés est importante à regarder pour vous, parce que c'est ce qui va vous permettre demain de travailler. Et j'ai l'habitude de dire aussi que le contenu est une base de travail. Et plus vous avez de contenu, plus vous avez de stats et de chiffres, plus derrière vous pouvez analyser, regarder qui vient sur votre site et après retravailler pour reproposer des choses. Et Nico, ça va aussi pour toi? Ça va, du coup on a pris un autre angle. Chez nous, c'était le relais dans plus de 400 presses, nationales, locales et puis quelques étrangères. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est des choses accessibles, hein. On n'a pas de journalistes, on n'a pas de personnes qui sont pros en CP. Par contre, on a la passion, quoi, et on la véhicule, et on le fait surtout le côté homemade, mais le côté, effectivement, comme tu dis, sur la création de contenu, où tu fais tout de A à Z, c'est que finalement, tu apportes vraiment de la valeur et tu entres en relation avec les personnes. C'est-à-dire que moi, s'il y a une étape à conserver, c'est l'étape 7, c'est l'étape de remerciement. Les journalistes ne sont jamais remerciés. Quand vous remerciez un journaliste, il vous renvoie un truc en disant, genre, il ne sait même plus quoi. Ah ouais, merci, je ne suis pas habitué à avoir des retours sur mes billets. Donc ça leur fait vraiment plaisir. Et donc c'est ça qui permet d'avoir quand même pas mal de relais presse. Et surtout, on a constaté quelque chose, on a constaté que, dans notre cas, en tout cas, c'était des posts parce que derrière, les articles sont publiés sur France 3 Régions, et ensuite c'est relayé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si je peux aller dans ton sens sur l'achat de liens, lorsque vous faites un achat de liens, la plupart du temps, vous êtes un peu dans les bas-fonds des lignes éditoriales, quand vous êtes sur des presses, alors que ici, c'est de toute façon un article naturel. C'est-à-dire qu'ils vous intègrent complètement dans leur ligne édito. Et finalement, vous profitez aussi de leur visibilité de réseaux sociaux. Et je vous ai mis là environ 300. Ça monte quand on est sur les Réunionnais, qui sont des gros joueurs. Quand on est publié sur l'info.re, c'est 1200 partages. Donc tout est vertueux. Ça veut dire qu'eux, ils sont contents parce qu'il y a une grosse réponse en termes de leur audience. Et ils sont super contents quand nous, on leur apporte de l'information. Par exemple, c'était marrant parce que quand il y a eu le gagnant la semaine dernière, il n'y avait pas eu de gagnant en 9 mois. Et finalement, ils sont venus en fait juste la semaine d'avant m'envoyer un mail. En fait, il y a quelque chose qui se passe chez nous où il n'y a toujours pas de gagnant et tout. C'était très marrant. Donc ça, c'était après la notion aussi de devenir référence. Mais il ne faut vraiment pas oublier ce côté où, en tout cas dans notre cas, où on produit du contenu pour se faire récupérer ce contenu-là, il y a vraiment tout l'intérêt derrière de bénéficier de leur notoriété, un peu comme toi avec Eurosport et autres. Et puis finalement, ça c'est de l'auto-branlette. Non, c'est assez inutile. Non, mais en gros, c'est pour dire que l'idée, c'est que le site, en plus, bénéficie derrière d'une audience qualifiée, d'une audience assez importante. Là, je vous ai mis deux métriques sur SimilarWeb et sur Yoda Insight. Par contre, je vais directement passer à cette slide-là. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas la prendre comme ça d'emblée. Donc, lancé en 2014, le site a connu une croissance exponentielle uniquement en termes de... Ça, c'est des visites SEO. Donc, en termes de visites SEO. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est complètement Google dépendant. C'est pour ça que je vais arriver après au deuxième truc. Et donc, concrètement, en 4 ans de travail avec cette stratégie SEO, je suis à 100% sûr de jamais me prendre une pénalité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des mouvements, lorsque la sphère s'affole sur des pénalités, il y a des mouvements dans les résultats de recherche, allez, mon petit côté SEO va quand même regarder ce qu'on n'est pas tombé. Mais très clairement, ça c'est quelque chose de très propre. Alors si vous n'êtes pas encore, une nouvelle fois, vraiment dans le monde du SEO, le côté radar, le côté touchy, le côté black hat, comme tu as pu le dire, la frontière entre les choses que vous allez faire de façon pérenne, et donc qui est votre bon contenu, attirer des liens naturels finalement, et c'est ça qui va vraiment vous conserver, même si c'est long, c'est quelque chose qui fonctionne, quoi. Ça fonctionne vraiment. Par contre, faut pas être pressé. Justement, Google met en place de plus en plus d'outils ou de réponses directement intégrées dans son moteur de recherche. Là, vous abattez un travail énorme par rapport au contenu. Est-ce que demain, ce contenu sera toujours viable et intéressant pour vous? Est-ce qu'il y aura des résultats pour vous? Comment vous voyez le contenu demain? Alors, demain, c'est aujourd'hui. Donc, effectivement, c'était là, en fait. C'est pas la taille. Et on suivi la conférence de Kevin. Il a bien raison. Depuis 2 mois, Google a fait un deal avec FDJ
ou l'inverse d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, les résultats des tirages sont directement accessibles dans les moteurs de recherche. Ce qui finalement, côté user, c'est complètement normal. Parce que on a énormément, quand je vous montrais cette base de trafic, et c'est pas la taille qui compte, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on a, je sais pas, on a 80% de notre trafic qui génère quasiment peanuts, quoi. C'est vraiment les 10 ou 20% qui nous intéressent. C'est pourquoi ici, on a perdu globalement entre 30 et 35% de trafic dès la mise en place. Comme ça, c'est réglé. Donc on va perdre, voilà, je sais pas, peut-être 800 000 visites mois. Par contre, on a perdu 10% de CA. Et donc tout notre intérêt aujourd'hui, c'est de se dire, ok, que viennent chercher par exemple les gens qui recherchent aujourd'hui des résultats. La plupart des gens qu'on perd aujourd'hui, c'est des personnes qui sont dans les restaurants un vendredi soir. Ils veulent savoir s'ils peuvent se commander la bouteille de champagne ou le digestif à la fin. Et puis ils vont aux toilettes et puis ils regardent sur leur smartphone s'ils ont gagné ou perdu. C'est des personnes qui vont regarder juste les résultats. Donc de toute façon, même s'ils tombent chez nous, ils vont rien faire, ils vont faire aucune action, ils vont repartir. Donc tout ce qu'on veut, c'est des outils spécifiques pour les convertir en joueurs, quoi. Ce qui nous amène d'ailleurs inévitablement à la conclusion de la qualification de l'audience. Exactement. Et tu peux me mettre la dernière slide, s'il te plaît. Non, là, ouais, celle-ci. On revient juste sur celle-ci, ce qui m'intéresse quand même. Non, du coup, sur la mécanique de contenu, moi, par exemple, j'ai Fred qui est journaliste de base et qui, du coup, maintenant est sur Foodpack. Il me dit, mais est-ce que ça a un sens, tous les contenus que l'on crée textuels à l'heure actuelle sur Foodpack, et qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans sur la création de contenu? Et ce que j'ai tendance à lui dire, et c'est la direction dans laquelle on va, c'est que peu importe ce que ça va devenir le web demain, peu importe les usages et les comportements, le contenu sera la base de tout. Enfin, on aura toujours besoin de contenu. Ce qu'on crée, nous, sur une chaussure de foot, par exemple, un test descriptif sur une chaussure de foot, peut-être que ce contenu-là, demain, se retrouvera dans un magasin avec, je sais pas, un affichage du site Foodpack. Enfin, peu importe, mais tous les contenus. Et le vrai secteur de visibilité, c'est la partie contenu. Et les contenus qu'on crée, rien n'est inutile. Et après, du coup, nous, on a une mécanique qui va comme ça, c'est qu'on crée du contenu, on teste et on analyse et on recommence à chaque fois, comme on a pu faire avec Foodpack sur le site web, mais maintenant, on s'est lancé sur une chaîne YouTube. Il y a un an, on ne connaissait pas YouTube, on s'est lancé dessus. Maintenant, on a 35 000 abonnés sur la chaîne et nos vidéos font 200 000 vues. Ben, on continue à créer, on continue à tester et peut-être que demain, on ira sur d'autres réseaux. Mais en tout cas, sur la partie contenu, cette roue-là, elle est importante. Et après, la dernière slide, moi, elle me correspond et c'est ce qu'on utilise au quotidien. Donc ça, c'est une baseline d'une marque aux 3 bandes, mais qui est hyper vraie et que moi, j'utilise au quotidien. C'est les premiers ne suivent personne. Et quand vous créez du contenu, il faut toujours avoir cette logique-là. Vous êtes les premiers à ouvrir une voie et quand vous créez du contenu, c'est votre idée qui lance la chose. Et après, il ne faut pas suivre les autres parce que suivre les autres, c'est copier et c'est surtout avoir moins de résultats, quoi. Donc c'est moi mes deux constats que j'ai, c'est créer, tester, analyser, et les premiers ne suivent personne parce que c'est fini, comme dit Pierre. Merci les gars, merci beaucoup Merci à tous.